Bonjour à tous, nous sommes donc avec Monsieur Bülent Akarkali, Voilà. ancien ministre de la Santé, diplômé du lycée français Saint-Joseph et de l'Université de Bruxelles, faculté des sciences économiques. Vous avez aussi travaillé dans le commerce extérieur, les services contractuels, les assurances et tant d'autres domaines. Oui, les assurances, AXA. Ah d'accord, À ok. l'époque, c'était l'Union. Et c'est vrai que vous êtes aussi, depuis Jacques Chirac, beaucoup dans les relations publiques. En effet. Alors, vous pouvez nous parler justement de votre parcours? Une excellente grande intelligence. Ah, merci. Vous travaillez pour le renseignement français. Mais il ne faut pas le dire. Hein. Oui, merci. Et la question? Alors, la question, c'est pouvez-vous nous parler de ce parcours? En fait, la Turquie est vraiment un pays ignoré par l'intelligentsia française. En Turquie, il y a un héritage culturel extraordinaire de la France, mais comme Jacques Chirac, c'est Prévert qui l'avait dit, je crois, Ouais. j'irai cracher sur le bouton, la France crache sur son héritage culturel en Turquie, au profit d'une minorité, etc. Les relations françaises, turco-françaises, sont très anciennes historiquement, ont été toujours positives. Vous voyez, par exemple, vers le milieu du XVIIIe siècle, XIXe siècle, les années 1850, des écoles telles que Saint-Joseph, Saint-Benoît, Ouais. Saint-Michel, Dame de Sion ont été créées. Mais ce qui est intéressant là, c'est que les autorisations sont données par le califat de l'islam Ouais. pour la création sur les terres musulmanes des écoles chrétiennes, Oui. lazaristes, jésuites, etc. Et ça démontre que la tolérance du 19e siècle était de loin supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui en France vis-à-vis, par exemple, de l'islam. Oui. La France devrait pouvoir connaître ce qu'elle a reçu des pays musulmans, non seulement durant l'Empire ottoman, mais par après aussi. Mais malheureusement, sa politique a été en quelque sorte, vous avez des obligations à l'égard de la France, et là, en tant que la France, nous avons des droits sur vous. À partir du jour où la France comprendrait que, en tant qu'un pays qui a eu des relations très étroites avec le monde musulman, okay, il ne faut pas oublier le discours que Napoléon avait fait lorsqu'il avait mis le pied sur l'Égypte. Oui. Ou bien ce discours était sincère, ou bien était machiavélique. Mais n'empêche que là, il y a des données, des vérités qui sont toujours actuelles et valables. À partir de cela, la France résoudrait non seulement ses crises dans sa politique extérieure, mais même au sein de la France. Parce que de plus en plus, qu'ils aiment ou pas, et c'est une réalité, il y a une population musulmane importante en France. Bien sûr. Et la France, dans les autres pays européens aussi. Mais les autres pays européens, qui ont aussi donc, une population musulmane importante, telle que l'Allemagne, la Belgique, etc., n'ont pas eu dans leur passé l'expérience que la France a eue. Donc la France, avec cette expérience qu'elle possède, pourrait être le leader, le vrai leader de l'Europe, pas de l'Europe chrétienne, mais du nouveau Europe, de l'Europe future, où l'origine ethnique, l'origine religieuse, etc., comme tel fut le cas durant et après la Révolution française, sera marginal et secondaire. Or, ce qui se passe, c'est contre la nature, le développement actuel, c'est l'extrémisme qui se développe. Et la France possède suffisamment d'intellectuels, de philosophes, etc., d'hommes politiques, et pour pouvoir faire face à cette vague et la renverser et le mettre dans le droit chemin. Le bon chemin. Mais selon vous, justement, quelles seraient les solutions pour amener à cet éveil des consciences? Parce que malheureusement... La solution est très simple. La France devrait ne pas se comporter avec l'ego qu'elle a toujours eu, qu'elle a toujours. Donc la France devrait comprendre que le temps de la supériorité est fini. Il n'y a plus l'Empire, il n'y a plus le roi XIV, etc.
de même qu'il n'y a plus l'Empire ottoman, etc., tel que nous avons fait. La Oui. Turquie s'est rénovée. Donc, d'un empire, disons, d'un grand empire multinational, etc., nous avons créé une république sur le modèle français. Oui. Le modèle de la République turque, aussi bien l'administration, est entièrement calqué sur le modèle français et non sur le modèle anglo-saxon. Donc, la France vraiment a besoin d'une modernisation, d'une nouvelle République. Et dans cette République, Oui. elle devrait accepter les réalités. Telles nous qui acceptons les réalités, qui depuis 10 ans, nous avons près de 5 millions de réfugiés, la majorité syrienne, mais des autres pays aussi. Et maintenant, non seulement la politique turque, la grande partie de l'opinion publique turque savent que ces émigrés, ces réfugiés, en fait, deviendront une partie intégrante de la société turque. Bien sûr. Depuis, par exemple, c'est extraordinaire. Cette année, à peu près 800 000 enfants, donc des réfugiés, s'inscrivent dans les écoles primaires turques. Vous voyez? Oui. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas espérer que, ou vouloir, désirer que ces 800 000 enfants quitteront la Turquie un jour. Non, ce sont nos enfants. Bien sûr. Et puis ça va favoriser l'économie du pays aussi, tout ce qui est social. Oui, mais c'est cet esprit qui manque à la France. Oui, je comprends. Je pense que c'est important justement de le mettre en avant, d'en parler et de se dire qu'il faut se poser. Et ce qui est important aussi, c'est de trouver des solutions pour aller vers l'autre. Oui. Parce que c'est l'ignorance aussi qui fait que, l'ignorance ou non, ou peut-être que certaines personnes peuvent faire peur aussi. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est important. Alors, parlez-nous, aujourd'hui c'est dans ce salon-là, donc c'est le salon de la bijouterie, de l'or. Parlez-nous du business de l'or pour l'économie en Turquie. D'abord, je dirais que la fois que vous allez montrer, je présume, les différents stands, en fait c'est pratiquement un reflet contemporain des contes de Mille et une nuits. Ah oui. C'est une richesse extraordinaire. Oui, je vois. C'est vraiment les objets présentés, c'est au-delà de l'imagination, etc. Mais là, il y a une ségrégation injuste. 99% sont pour les femmes. Il n'y a rien pour nous les hommes. Bien sûr, mais au contraire, si les hommes... À nous de payer. Ah oui, mais... Et aux femmes de s'embellir. Oui, mais pour faire plaisir à leur mari. Donc voilà. Mais, oui. Et en fait, disons que ce qu'on ignore aussi en Europe, c'est la puissance industrielle, économique turque. On a tendance à démontrer la Turquie comme un pays pauvre qui manque. Non. La Turquie, après l'Italie, est le numéro 2 dans l'exportation de bijouterie dans le monde entier. Et la matière première, c'est quoi? L'or. Oui. Bien sûr, il y a en Turquie aussi une certaine quantité d'exploitation de l'or, mais c'est peu par rapport à ce qu'on importe. Depuis très longtemps, la Turquie importe à peu près par an de 10 à 15 milliards de dollars de l'or. Cet or est utilisé en grande partie pour la bijouterie, l'exportation. Et il ne faut pas aussi oublier que la Turquie, touristiquement, est un pays important. Cette année, par exemple, on attend à peu près 40-45 millions de touristes. Et ces touristes aussi achètent les bijoux parce qu'ils sont moins chers aussi. Donc, l'industrie est basée sur l'or, que ce soit pour la bijouterie et autres, est très importante. Et aussi une partie de l'industrie électronique, etc., utilise l'or. Et la Turquie sera, pour de très longues années, un pays importateur de l'or et un pays intéressant pour les producteurs de l'or. Et pour les relations internationales, donc c'est très important. Oui. Disons que si De Gaulle avait survécu, il aurait aimé la Turquie parce que lui, contre le dollar, il voulait introduire le talon d'or. Ah oui, il aurait été servi là. Il aurait trouvé,
un partenaire avec la Turquie. Alors, parlez-nous justement de l'impact vert, justement, on parlait de l'international, de ce salon. Est-ce que ce salon peut être un exemple pour d'autres pays? Et comment disons que à l'entrée, vous avez peut-être remarqué, toutes les données sont mises sur l'ordinateur, Oui. Y compris les pays d'origine. Je pourrais dire que si le secrétaire général des Nations Unies était venu ici, il aurait vu qu'il y aurait une grande majorité de la présence des délégués de tous les pays, aussi bien d'Amérique latine, de Japon, de Paris. C'est une foire vraiment internationale. C'est un bon exemple. Oui. Et puis justement, c'est important, on parlait tout à l'heure des relations. Et là, disons que voilà, une industrie, que ce soit pour la foire et d'autres, mais surtout pour les foires internationales, c'est comme une chaîne. Il faut que chaque pièce de la chaîne soit présente. Et là, la partie la plus importante, c'est le transport. Le succès de Turkish Airlines, qui à l'heure actuelle est la compagnie qui vole au plus grand nombre de destinations, à peu près plus de 300 destinations, ça fait que l'accès à Istanbul est très facile. Oui, bien sûr. Dans la plupart des cas, sans passer par un transit, etc. Même aussi bien de l'Indonésie, de San Francisco, oui, Los Angeles, etc. Donc on peut venir directement à Istanbul. Et en plus, nous n'avons pas de Schengen. Les portes pratiquement sont ouvertes, à quelques exceptions près, à tous les pays. Et s'il faut un visa, les consulats, les ambassades ont reçu des instructions très strictes, fermes, etc., pour accorder le plus rapidement possible, surtout pour les visas touristiques et commerciaux. C'est important ça justement. Alors, on revient sur les relations entre la France et la Turquie. Oui. Vous pouvez nous en parler, comment elles sont actuellement? À l'heure actuelle, disons que c'est vrai tropical. Ça monte et ça descend. C'est tout à fait fonctionnel de l'humeur du président Macron. Parfois, le président Macron nous lance des fleurs, parfois des épingles poinçonnées, etc. Et non, la politique française à l'égard de la Turquie n'est pas rationnelle. Ça, je pourrais le dire. Et donc, je dis, ce n'est pas pour critiquer la France. Je ne suis pas hostile à la France, je ne suis pas un ennemi, au contraire. C'est parce que peut-être, disons que j'aime la France plus que la plupart des Français qui sont pays. Ils ne sont pas au courant de l'importance et de l'intérêt de leur pays. Tourner le dos à un pays tel que la Turquie, prendre des décisions avec aussi bien au Parlement, au Sénat, contre la Turquie, etc., c'est au-delà de toute compréhension. Parce que à l'heure actuelle, l'accès à la vérité, l'accès aux données, au futur est plus que facile, important. Il suffit d'un coup de téléphone pour savoir si c'est vrai ou pas. Mais malheureusement, sur la politique française, la presse française se comporte à l'égard de la Turquie comme la presse hitlérienne contre les Juifs. Nous sommes pour la France ou pour l'Allemagne, disons, comme étaient les Juifs pour l'Allemagne. Nous sommes les nouveaux Juifs. Oui. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre. Disons ceci, il y a depuis longtemps, moi je fais des statistiques, et j'avais analysé les journaux français, etc. Le nombre de nouvelles, le nombre d'articles, disons que positifs, neutres et contre, minimum 70% des articles, des nouvelles parues dans la presse, à la télévision française, c'est contre la Turquie et en plus, ne reflètent nullement la réalité. Et unilatérale. J'ai même donné ces exemples à l'époque dans certaines télévisions françaises. Je dis ceci, écoutez, si je viens à Paris en tant que faire un reportage pour la télévision turque, etc., et je pense mon temps chez les clochards, chez les prostituées, etc., et je dis tel est Paris, bon, personne ne pourrait dire que je mens. Mais disons que je prends une attitude machiavélique. Oui, en France, il y a des clochards, des prostituées à Paris, mais Paris est en même temps, c'est le centre
la ville de l'art, de la musique, de la lumière, culture, et de la lumière. Oui. Donc, si je ferme mes yeux contre cette partie positive de Paris, où je démontre en disant, mais ce que je dis est vrai, comment pouvez-vous me critiquer? Moi, je suis un journaliste honnête, vous voyez, tous ces prostituées, tous ces clochards, etc. Et je dis non, c'est ce que vous faites. Ils ne comprennent pas, c'est ce qu'ils font. À mon avis, c'est l'exemple le plus facile que je peux donner. Ouais. Alors, on a parlé de la France, on espère que justement ça va s'arranger, vous qui êtes spécialiste des relations publiques. La Turquie est toujours prête. Il y a une très importante communauté turque francophone. Oui, bien sûr. Francophones par leur propre volonté. Oui. Donc, comme moi, les anciens élèves de toutes ces écoles, parce que non seulement il y a des écoles historiques créées par, je dis, les différentes sectes églises françaises, il y a aussi des écoles turques créées, francophones, créées aussi bien pendant les périodes ottomanes que pendant la République. Il y a par exemple le lycée de Galatasaray ainsi que l'université de Galatasaray. J'avais beaucoup contribué à la création de cette université. Galatasaray, une université entre la France et la Turquie jointe. Il y a comme école secondaire inférieure supérieure avec des succursales dans plusieurs villes turques. Tevfik Fikret. Tevfik Fikret, c'est un poète turc qui avait beaucoup aimé la France, etc. Donc, nous avons les bras ouverts, mais nous ouvrons les bras et nous recevons des gifles. On espère. Ce n'est pas parce que nous sommes faibles. Oui. Nous savons donner, si nous voulions, si nous étions machiavéliques, nous pourrions donner des gifles très forts. Mais vous préférez la diplomatie? Je dirais, oui. Je dirais ceci. La France a d'abord fermé ses yeux sur les assassinats du groupe terroriste arménien à Salah. Alors, Monsieur Bülent Akarkali, dernière question. Parlez-nous des relations entre la Turquie et l'Afrique. J'ai eu la connaissance, disons, de l'Afrique, de vraie Afrique, pas de l'Afrique, des films de Tarzan, etc., à Bruxelles. D'accord. C'était 1964, donc une période très historique. Et là, j'ai rencontré surtout des étudiants congolais et quelques étudiants des autres pays africains. Et tout à fait par hasard, parce que je n'imaginais pas, lorsque j'ai appris que le jour où Congo avait eu son indépendance, que le nombre d'universitaires noirs congolais était combien? Même pas de, que veux-je dire, deux chiffres, deux ou trois, oui. Et à partir de là, je me suis vraiment intéressé. De telle manière que j'ai créé un cercle d'étudiants très puissant avec la participation des étudiants africains. Ouais. Et nous sommes devenus très bons amis. Ce que je viens de, je veux dire n'est pas pour une publicité pour la Turquie, etc. C'est pas pour dire que nous sommes mieux que les autres, etc. Mais il se fait que dans la culture turque, l'esclave, le même concept qui date depuis les anciens Grecs, Romains, ensuite en Europe et surtout aux États-Unis. Donc l'esclave, c'est pratiquement un animal qui n'a aucun droit. Même disons qu'un cheval est plus précieux qu'un esclave, etc. Et lorsque j'avais lu dans le livre de l'économie de l'histoire de mon professeur Derbyshire, que dans l'Empire ottoman, durant des jours de fête, au total 20 000 esclaves étaient sacrifiés durant les Jeux, je n'en revenais pas. Okay. Donc, et ensuite, dans l'économie, lorsque j'ai appris que la richesse américaine était basée sur 20 millions d'esclaves d'origine africaine, oui, dont 5 millions étaient morts dans des conditions horribles, etc. Disons que ma sympathie, mon intérêt pour l'Afrique a grandi. Oui. Ensuite, en 1985, je suis entré en politique et immédiatement, j'étais responsable des relations extérieures de mon parti en tant que vice-président du parti. J'étais, je dirais pas au même titre
beaucoup plus puissant que le ministre des Affaires étrangères parce que lui était lié par le protocole, Ouais. mais moi pas. Pour donner un exemple, à Lisbonne, je participais à ce qu'il y avait à l'époque, le dialogue nord-sud. Ça n'existe plus maintenant. C'est quoi ce dialogue? Le nord de l'hémisphère est constitué par des pays riches, le sud par des pays pauvres. Oui. Soi-disant, pour ne pas dire, donc, En voie de développement. relation entre les pauvres et les riches. ils ont dit, donc, Ouais. le dialogue nord et sud. Et avant d'y aller, j'ai fait une étude, une recherche assez longue, assez dure, parce qu'il n'y avait pas d'Internet, etc. Et j'ai vu que le nombre d'aides accordées aux pays africains, okay, soit par la Banque mondiale ou par des institutions pareilles africaines, etc., était inférieur au salaire payé aux soi-disant experts des pays européens et américains. Je n'exagère pas. Et là, le tuyau m'avait été donné par un ami de l'Université libre de Bruxelles. Lui, donc après l'université, s'était trouvé dans une position pareille en Afrique, etc. Et il se plaignait en disant, mais nous gagnons un fric fou, etc., pour ne rien faire. Et malheureusement, ça continue. Ensuite, disons qu'avant d'être en politique, j'ai été en Turquie durant 7 ans, le conseil économique de la Belgique en Turquie, donc du côté belge. Ouais. Et de là, j'ai vu que, par exemple, pour le même produit, que ce soit pour un mécanique, investissement, machine utile, machine textile, etc., si la machine utile était vendue dans un pays européen pour $1000, était vendue à $3000 à l'Afrique. Le prétexte, nous devons donner des pourboires, il faut distribuer de l'argent, etc. Oui, mais personne ne prouvait que cet argent allait aux Africains. J'accepterai encore. Et ensuite, j'ai vu qu'on m'excuse, mais surtout, par exemple, les sociétés italiennes disent qu'ils doivent toucher qu'ils doivent payer d'argent, etc. Mais la moitié, c'est pour leurs proches. J'ai été témoin. Moi, j'ai été, disons que j'ai eu ma signature sur une soixantaine d'investissements dans le domaine d'extraction d'huile, etc. Et une offre d'Italie était trop ouverte. Et monsieur, vous aurez 10%, mais la moitié sera pour nous, mais nous allons facturer comme quoi que 10% était pour vous. J'ai dit, excusez-moi, mais je ne procède pas. Ce n'est pas parce que je suis plus honnête que n'importe qui, que notre personne. Et malheureusement, ça continue. Ouais. Et maintenant, disons que si j'avais été un intellectuel français, je me serais posé la question suivante. Qu'avons-nous fait pour l'Afrique? Qu'avons-nous reçu de l'Afrique et qu'est-ce que nous avons offert en échange? Rien. Regardez, avec M. Erdogan, lorsqu'il était Premier ministre, j'ai accompagné à ses visites des pays africains. Il a visité pratiquement tous les pays africains. Mais disons que la déception que j'ai eue lorsque j'ai vu Madagascar, je ne m'en revenais pas. Parce que pour moi, Madagascar, c'est la beauté naturelle, etc. J'attendais là, disons que une richesse conforme à la civilisation, à la culture française. C'était horrible. Oui. C'était horrible. La pauvreté. C'était horrible. Oui. Là, j'ai vraiment, disons que si j'avais pu avoir un pouvoir magique, j'aurais détruit la France. Je le dis très ouvertement. C'était vraiment, comment peut-on être si inhumain? Disons que le génocide, ce n'est pas uniquement ce que les Allemands ont fait contre les Juifs et les autres, etc. Mais la France a réalisé le génocide du futur africain. Aussi bien les Maghrébins, moins pour les Maghrébins, parce qu'ils étaient plus forts, puissants que là, mais surtout de l'Afrique noire. Et ça continue encore. Avec les migrants? Disons ceci,
de la période de Jacques Chirac, Mitterrand, etc., les relations étaient bonnes. Mais à partir de Sarkozy, à partir du moment où la Turquie a commencé à s'intéresser, où le pouvoir économique de la Turquie lui a permis de s'intéresser aux pays africains, etc., nous avons vu un changement important de la politique française à l'égard de la Turquie, et surtout Macron. Macron continue à considérer les pays africains comme ses propres colonies. Qu'est-ce que les Turcs cherchent ici? Oui, mais nous pouvons prouver, par exemple, pour la Libye, disons, qu'est-ce que vous cherchez ici? Mais, nom de Dieu, le premier ministre du gouvernement indépendant libyen était un Turc. Ils avaient invité un Turc de Turquie pour le nommer Premier ministre en 1950, etc. Nous avons des affinités extraordinaires durant l'Empire ottoman jusqu'à Soudan, en tant que califat des musulmans, etc. Pratiquement tous les États africains musulmans avaient reçu d'une manière ou d'une autre une assistance très sérieuse de la part d'Istanbul. De telle manière que maintenant, avec la présence turque maintenant est fortement établie en Afrique, oui. Il y a des rapports africains, ils disent c'est extraordinaire, nous allons dans un village où on nous montre les anciens, les habits d'un soldat ottoman, etc. Ils avaient gardé. Pour devenir ceci, la Turquie avait jusqu'au début, jusqu'au 2010, nous avions 12 ambassades dans l'Afrique, et c'était surtout les pays maghrébins. C'était l'Afrique, mais c'était l'Égypte, la Tunisie, etc. Et aujourd'hui, il y en a 45. Ceci n'est pas une invasion, pas du tout. Ce sont les relations diplomatiques. Ce sont des relations politiques, économiques, sociales, culturelles, au niveau égal. Le Turc n'a pas l'ego du Français. Le Turc est capable d'aller manger de la même manière que l'Africain. Donc respecte sa culture, respecte. Ça fait qu'il y a de plus en plus une suprématie de la Turquie en Afrique. Et en plus, sur le plan d'aide directe, aussi bien financière que la création des hôpitaux, des écoles, mais surtout, savez-vous que le nombre de puits pour l'eau potable, quel pourrait être le nombre de puits pour l'eau potable creusés ou faits par la Turquie? Par la Turquie. Plus de 10 000. Plus de 10 000 fontaines, oui. Mais artésiennes, etc. Il y a même des documents pour cela. Donc vous faites tout pour aider justement les pays africains à se développer et surtout qu'il y ait des bonnes relations entre eux. Des bonnes relations réciproques, ok. Ouais. Et à l'heure actuelle, le nombre d'étudiants africains dans les pays universitaires, dans les universités turques, à votre avis, c'est combien? 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 60 000? 60 000? Donc 15 000 boursiers. Ouais. Évidemment, cette attitude, et en plus, comme j'ai dit, le concept de racisme en Turquie n'existe pas. Pourquoi? C'est pas parce que nous sommes meilleurs que les Français, etc. Culturellement, les Turcs ayant été nomades de la Chine jusqu'à l'intérieur de l'Europe, ont vécu avec d'autres civilisations, ont vécu avec d'autres cultures. Nous avons la culture de cohabitation, avec les non-musulmans, les non-turcs, etc. Donc, ça c'est très important. Évidemment, le Français dit, oui, mais ce que vous avez fait aux Arméniens, nous disons ceci. Essayons de discuter ça sur le plan historique. Nous pouvons vous montrer que les allégations, oui, il y a eu des choses très douloureuses, etc. Mais vous voyez uniquement une partie du bilan. Vous prendrez le bilan d'une société la plus profitable, la plus prestigieuse du monde. Dans le passé, il a également une dette. Il faut voir ce qui s'est passé. Non, la France, unilatéralement, donc, rejette la Turquie. Tant pis pour elle, parce que la Turquie devient de plus en plus puissante, de plus en plus respectée. Et en plus, ceci, nous démarrons avec
des meilleures technologies que la France, que les autres pays, tel le tourisme par exemple. Nous avons démarré tardivement, mais nous avons les meilleurs hôtels de toute la Méditerranée. Et la Turquie offre à peu près 2000 hôtels 5 étoiles à des prix de très bon marché à l'ensemble du monde de tourisme un peu partout. Et cette année, il y aura à peu près 50 millions de touristes. Donc, la France, en fait, a tout intérêt à mieux coopérer avec la Turquie. Nous ne sommes pas, nous sommes en quelque sorte complémentaires, nous ne sommes pas adversaires. Mais ils ne voient pas ça. Pourquoi? Parce que, pourquoi nous nous voyons? Comme j'ai dit, il y a peut-être plus de 100 000 Turcs francophones avec une excellente éducation, connaissant la France mieux que n'importe qui. Par contre, la France ignore tout sur la Turquie. Il n'y a pas de Français qui détient une vérité sur la Turquie par ses propres moyens, parce qu'il ne connaît pas le turc. Il n'a pas étudié dans une époque, etc. C'est par oui-dire donc qu'ils prennent une position à l'égard de la Turquie, aussi bien au Parlement, etc. Lorsque moi j'ai été plusieurs fois au Parlement français, j'ai été vraiment choqué par l'ignorance totale, Lorsque je disais que moi j'étais diplômé du collège Saint-Cyr, ah vous êtes chrétien? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non. Il y a beaucoup à faire, hein, monsieur. Et vous avez tellement à dire, mais on pourrait rester toute une journée à en parler. Écoutez, c'est une perte pour l'histoire de l'humanité. Oui. La France a apporté une culture à l'humanité, ok? La Révolution française a été mais la France maintenant est en décadence. C'est une perte c'est pas une perte pour la France, c'est une perte pour l'humanité. Bien sûr, il est important justement d'éveiller ses consciences. Et... Un Français devrait trouver ça très amer. Oui. Il est important justement que l'humanité regarde l'histoire pour en apprendre des enseignements afin justement d'ouvrir le dialogue et d'aller vers l'autre. Voilà, oui. C'est important. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Bülent Akarkali, d'avoir participé à cette interview.